Alors, on va poursuivre avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne et vous avez 14 minutes 40 secondes. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Merci à ses équipes. Merci à les collègues d'opposition. Je reviendrai sur le volet jeunesse des PJ dans le deuxième bloc. On commencerait avec d'autres choses. Volet PSOC, financement des organismes. J'aimerais aborder quelques cas spécifiques. Je vais vous parler du monde communautaire, un milieu sans lequel nos services publics ne tiendraient pas debout. Moi, j'ai reçu un témoignage très récemment d'une directrice d'un organisme. En fait, hier, là, on l'a recontactée. Elle nous dit, comme organisme communautaire qui offre des services en répit et des activités d'apprentissage à la vie autonome à des adultes ayant une déficience intellectuelle, nous sommes confrontés à faire 16 demandes, 16, de soutien financier annuellement pour essayer de poursuivre notre mission, 16 rédactions de projets, 16 budgets, 16 redditions de comptes. Elle nous dit, les gouvernements se désengageant de plus en plus et nous laissant, nous, les familles et les personnes vulnérables avec ce poids. Elle dit, c'est une jambette à la fois et je n'ai pas besoin de dire que les gens du communautaire sont sous-payés et que nous avons de grands enjeux de rétention de personnel. Ce sont ces mots. On se fait donner de plus en plus de travail dans le communautaire parce que le gouvernement se désengage et en plus, on coupe de plus en plus dans les ressources. J'ai réellement l'impression que le gouvernement souhaite la mort du communautaire. C'est ce qu'elle dit. Si le gouvernement souhaite qu'on fasse la job, il faudra à tout le monde investir dans ce qu'on fait. Monsieur le ministre, le budget prévoit un 1,27 % d'augmentation, si je ne m'abuse, de financement à la mission au PSOC. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour notre milieu communautaire? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour sa question. En fait, cette année, je vais commencer par cette année, puis ensuite on ira sur ce qu'on a fait dans le passé. Le rehaussement, il va y avoir une indexation du PSOC qui équivaut à peu près à 28 millions de dollars. Et en plus, dans le budget, on a parlé d'un 10 millions de dollars. Donc, c'est 38 millions de dollars en tout. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette indexation est maintenant significative parce qu'on a augmenté de façon majeure le PSOC au cours des différentes années. Donc, ici, on voit que en 2018-2019, on était à la mission globale autour de 500 millions de dollars et maintenant on est à 900 millions de dollars à la mission globale. Puis, si vous vous souvenez, à l'époque, on nous demandait une augmentation de 350 millions et on a dépassé celle-ci. Maintenant, c'est sûr qu'on nous demande encore plus dans le contexte, mais ce qui est important de dire, c'est que de 2012 à 2017, c'est là qu'on a pris un grand retard. Parce que de 2012 à 2017, il n'y a eu aucun argent additionnel déposé à la mission globale. Nous, chaque année, on s'est assuré d'ajouter, en plus de l'indexation, de l'argent à la mission globale. Merci, M. le Président. Si on peut s'engager à déposer le tableau, ça serait utile pour nous. Parfait, merci. Plaisir. Deuxième question. On a beaucoup parlé de l'accueil Bono en ce début d'année. J'aimerais ça qu'on fasse le point. Le 3 janvier, nous apprenions que les services de l'accueil Bono étaient maintenus par le biais d'une aide d'urgence jusqu'au 31 mars 2024. Vous avez parlé de développer aussi des services 24/7. L'organisme était en déficit pour les 3 dernières années. Pouvez-vous nous confirmer la récurrence de l'aide afin qu'on ne vive pas cette crise encore cette année et comment avance le projet 24/7? Oui. Donc, le récurrencement du 400 millions est officiel. C'est pour l'année en cours, pour 24-25. Pour 24-25. Et à moyen terme, est-ce que... Donc, on travaille, le CIUS Centre-Sud travaille avec l'accueil Bono. L'accueil Bono fait beaucoup de choses, là, de l'aide alimentaire, à un peu d'accompagnement à l'hébergement. Donc, c'est eux qui sont représentants pour la fiducie également dans notre plan d'action interministériel en itinérance pour la région de Montréal. Donc, ils ont plusieurs dossiers. Et ce que le CIUS nous a demandé de faire, c'est de leur donner un temps pour travailler avec l'organisme, pour clarifier un peu le financement et la reddition de comptes. Et par la suite, on verra ce qu'il faut faire pour le moyen-long terme. Ça fait 400 millions, on termine l'année, si j'ai bien compris, c'est ça? Le 400 000 additionnel pour 24-25. 400 000. Oui. OK. Pour terminer, puis sur le volet 24/7, c'est en discussion? Ou... Oui, ça aussi. Mais ils avaient déjà un volet hébergement. Okay. Ils nous demandaient de le transformer en logement de transition qui vient dans notre mission tout à fait. Ouais. Donc ça, oui, on continue à travailler avec eux là-dessus. Donc on s'attend au courant de l'année à avoir une annonce où on aura quelque chose à moyen terme, là, pas
jusqu'à la fin de l'année à chaque fois. Je comprends que là, il y avait une Non, procédure non, c'est ça. Le d'urgence. plan, c'est d'avoir une entente à long terme. OK. Quand Parce est-ce que qu'après ça va 3 ans arriver, je ne peux pas vous Après 3 ans de m'avancer. déficit, c'est difficile évidemment pour les organismes. Là. Fait que si on peut avoir quelque chose de périn, ça sera utile pour tout Pérenne, le monde. oui. Ouais, de pérenne, oui. Les arches, un petit peu même discussion. OK, ouais. Je vais vous laisser répondre. Il semble qu'on ait évité la catastrophe de près pour le financement. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce volet-là? Oui. Les arches, ça me demande beaucoup de travail, monsieur le député. OK. Donc, Informez-nous. Vous me laissez aller un petit peu? La petite histoire des arches, là, c'est que c'était un organisme... OK. C'était un organisme qui est vraiment travaillé sur la mission globale, mais avait toutes sortes d'individus sous leur responsabilité dans toutes sortes de régions. Donc, il y avait des gens qui étaient hébergés là, qui n'étaient même pas connus du réseau. Ils avaient un système où des bénévoles européens venaient les aider avec comme seul système de paye du logement. La CNESST est rentrée dans le tableau. Ils ont dû changer leur modèle. Et là, évidemment, leur demande salariale a beaucoup augmenté. Donc, moi, je suis en train de travailler avec une arche à la fois pour régler la problématique et s'assurer que ces gens-là demeurent en hébergement. Donc, j'ai expliqué aux arches qu'une augmentation du PSOC national, ce ne sera pas la solution. On va y aller région par région, mais je m'étais promis à la députée de Darcy-McGee de les aider, puis c'est ce que je vais faire. Mais on ne perdra pas de service. On va être en restructuration. On va tout faire pour ne pas perdre de service. Mais, tu sais, il y avait des endroits, il y avait des Alzheimer errants, là, qui étaient non supervisés. Là. Tu sais, il y avait des choses pas correctes qui se passaient, là. Puis ça, ben, je les laisserai commenter, évidemment. Là. J'ai une question. Je sais que vous êtes en discussion active quand même avec le groupe Portage, mais ça m'inquiète quand même. Je sais que pas plus tard qu'hier, si je ne m'abuse, vous aviez des discussions. N'empêche que ça fait plus d'une année que le dossier est en discussion. Il y a d'énormes inquiétudes de l'organisme. Est-ce que vous avez un message d'encouragement ou un message positif pour les utilisateurs, mais aussi pour l'organisme là, qui est un petit peu, je vous dirais, inquiet quand même, pour être franc, là, de l'évolution des choses, de comment ça se passe. Est-ce que vous avez un message? Bien, il y a deux choses dans le dossier Portage. Un, ils ont une entente très bien financée. Là. On parle de 16 millions de dollars. Là. Donc, c'est difficile de dire aux autres organismes qu'on va augmenter le PSOC de Portage. Mais une entente qui, pour des raisons qui ne sont pas encore claires pour moi, là, mais on est en train de regarder ça au niveau du ministère, n'est pas indexée au même niveau que les autres. Donc, une des pistes de solution, c'est de s'assurer que ces ententes particulières puissent être indexées. Puis, on est en train de regarder ça au niveau des finances. Puis, l'impact de si on change l'entente avec Portage, qu'est-ce que ça va avoir sur notre environnement des organismes communautaires en général. Puis, deux, on travaille sur une piste de solution également avec le CIUS Centre-Sud, le ministère, pour voir si on ne peut pas trouver un autre mode de financement pour leurs activités en leur donnant une possibilité que j'avais déjà discutée avec eux il y a quelques années dans la transition à l'itinérance également, là. Surtout ceux qui ont des antécédents de toxicomanie, un endroit où on a besoin d'aide, le logement de transition, et eux, ils ont des disponibilités. Donc, on en a discuté hier, on s'est quitté en bons termes avec un prochain rendez-vous bientôt. J'entends, je suis sûr que vous y travaillez, mais vous savez que ça, c'est pas nécessairement de votre faute à vous, mais ça s'étire quand même en longueur et je les sens inquiets quand même. Donc, si on peut faire un blitz de négo de votre part, de leur part, je pense que tout le monde y serait gagnant. C'est le message que j'envoie aujourd'hui, pour qu'on puisse annoncer quelque chose de beau pour Portage rapidement. C'est mon souhait. Un autre thème, M. le ministre, l'employabilité inclusive. Je vais vous lire, en fait, une description de tâche qu'on a trouvée là, dans une cafétéria de cégep. Débarrasser les assiettes et jeter le reste dans la poubelle ou dans les bacs de compostage. Trier la vaisselle et les verres à déposer, les ustensiles dans le bac de trempage, rincer les assiettes, laver et ranger les cabarets, vider les poubelles. Ma première question là, est assez toute simple. Vous pensez que ça vaut combien de l'heure, ce genre de travail-là, selon vous? Pardon? Combien ça devrait valoir de l'heure être rémunéré pour faire ce genre de tâches-là dans nos cégeps? Avec quel genre de formation ça prend? Bien, là, on parle de vider les poubelles, rincer, débarrasser. Je sais pas, À votre avis? 17 $ l'heure, 20 $ l'heure, je sais pas. Parce que nous, on a rencontré un jeune, on va l'appeler Jérôme. Là, il travaille dans un cégep de la région de Québec. Et il effectue des tâches que j'ai nommées. En fait, les tâches, il les effectue 4 fois par semaine.
Mais parce qu'il vit avec une déficience intellectuelle, ce qu'on appelle un plateau de travail, Jérôme gagne 5 $ par jour pour faire ces tâches-là 4 fois par semaine depuis un long moment. Et moi, je ne trouve pas ça normal, puis je me demande si vous trouvez ça normal que 4 fois par semaine, pour une longue période, Jérôme fasse 5 $ par jour. Est-ce qu'il a de l'accompagnement? Est-ce que ça dépend du cadre dans lequel ça se passe, là? Parce qu'une des choses que je suis quand même très, très fier, là, c'est de l'augmentation des opportunités d'activités socio-professionnelles qu'on a mis dans le réseau depuis notre arrivée, un investissement là, de 16,5 millions de dollars. Ce que les groupes m'ont dit cependant, puis ça, on est en train de regarder ça, on est en train de s'assurer que ces tâches-là, ces activités-là soient comblées par des gens dont le profil est en adéquation avec la tâche. Donc, l'enjeu, c'est ce qui nous inquiète un peu, c'est que certaines personnes avec des déficiences plus légères font ce qui ressemble à être un travail régulier, tandis que les activités socio-professionnelles qu'on a développées, c'est évidemment pour ce qui regarde le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est-à-dire ceux qui ont des déficiences modérées à sévères. Donc, c'est parce que la phase 1 et 2, la déficience légère, c'est beaucoup plus au niveau du ministère du Travail. Nous, ministère des Services sociaux, c'est les plus modérés et sévères. J'entends ce que vous dites. Nous, ce que le terrain nous dit, c'est qu'effectivement, malheureusement, il y a une pérennisation de ce qui devrait être temporaire. Exact. Puis, on voit aussi que les plateaux reçoivent 30 fois plus ou 30 fois le montant que les programmes d'intégration. Donc, il y a un enjeu là. En 2020, vous le savez, la vérificatrice générale a fait des constats accablants sur l'intégration et le maintien en emploi des jeunes personnes handicapées, mais le manque de leadership gouvernemental et du sous-financement maintient ces jeunes-là dans la précarité. C'est ce que les groupes me disent. Et on a même eu cette année, on en a parlé beaucoup au niveau de l'immigration, mais le rapporteur spécial des Nations unies a aussi dénoncé ces éléments-là dans son rapport. Il dit, dans les centres occupationnels, les personnes avec une DI travaillent pour des entreprises privées tout en étant payées moins que le salaire minimum. C'est ce que le rapporteur spécial dit, là. Ceci est permis grâce à des exceptions législatives sur la base d'un diagnostic. Le rapporteur spécial, lui, considère cette pratique comme hautement discriminatoire. Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir pour que cessent ces pratiques discriminatoires, Monsieur le ministre? Bien, nous, on a créé un poste, en fait, dans chaque région pour justement que le ministère du Travail puis le ministère des Services sociaux se parlent et qu'il y ait une fluidité dans cette employabilité-là. Puis, tu sais, moi j'ai des anciens patients autistes qui travaillent pour des compagnies de TI, là. Puis, on s'entend que s'il arrive quelque chose, ils peuvent régresser et avoir besoin des services plus au niveau de la santé et services sociaux. Et quand ils s'améliorent, ils peuvent retourner vers le travail régulier. Donc, on travaille sur cette intégration, cette fluidité-là. Mais comme j'ai dit aux différents groupes que j'ai rencontrés, ça va quand même prendre un certain temps. Mais j'avoue qu'il ne faut pas que les gens demeurent dans des travaux qui sont sous-rémunérés pour leur capacité. Puis souvent, les employeurs ont cette tendance-là, là, quand ils ont quelqu'un de très performant, à le garder. Là. Mais moi, je peux comprendre au niveau de l'intégration, je peux comprendre au niveau du début. Ensuite, il faut qu'on passe à l'emploi régulier et qu'on quitte les exceptions. Je suis content de vous entendre dire que vous parlez avec votre collègue au travail. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on évalue parce que là, malheureusement, des jeunes comme Jérôme, il y en a plusieurs qui seraient capables, en fait, qui méritent 100% la rémunération auquel ils ont droit par nos normes de travail de base. Et ça devrait se passer. Je comprends que ça va nécessiter peut-être des adaptations, des investissements, mais je pense que c'est un champ qu'on doit intégrer rapidement. Et le fait que les Nations unies, quand même, viennent nous rappeler à l'ordre, d'une certaine façon, c'est quand même... on l'a vu dans le dossier de l'immigration, mais là, on le voit dans celui-là aussi, c'est quand même assez notoire. Et quand un rapporteur spécial vient faire une enquête terrain, puis c'est pas qu'au Québec, là, et dénonce ça, nous, on a le devoir de répondre, puis je suis content de vous entendre aujourd'hui nous dire que vous ne me dites pas demain matin, là, mais vous me dites que vous y travaillez avec votre collègue à le sensibiliser, puis qu'on pourrait s'attendre à quelque chose de mieux dans les prochains mois, dans les prochaines... Moi, ce qu'on parle d'années... Le document que le collègue a lu
Je ne sais pas si c'est possible de le transmettre au secrétariat. Sans problème. Je comprends que c'est public, là, c'est juste que ça nous épargne de le chercher. Sans problème. Merci. C'est un rapport des Nations Unies. C'est assez simple à trouver, mais on va le déposer. Comme on a créé beaucoup de places depuis qu'on est au gouvernement, puis je comprends la problématique, c'était... je me dépêche, Monsieur le Président. C'est ça, les postes ont été comblés par une clientèle qui est, je l'avoue, au-dessus de ce qu'on voulait recruter. Le signal a confirmé que... Donnez-moi un peu de temps, quelques années, en année.